Les podcasts de Mélodie d'Azur. Mélodie, la radio vintage. La radio vintage. Tristan Gasparo. Diane Curis fait son grand retour au cinéma. À 76 ans, la réalisatrice de Diabolomante revient avec Moi qui t'aimais, son premier film depuis 7 ans en salle le 1er octobre prochain. Présenté en avant-première au Festival de Cannes lors d'une séance spéciale, le film explore les dernières années du couple mythique Yves Montand, Simone Signoret. Notre journaliste, Tristan Gasparo, a rencontré Diane Curis lors d'un entretien très personnel. Elle revient sur ses débuts de cinéaste, se livre sur sa carrière et partage son regard sur le retour du vintage dans le cinéma contemporain. Une rencontre à découvrir dès maintenant sur Mélodie d'Azur. Bonjour Diane, on est très heureux de vous avoir sur Mélodie. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu votre carrière ? Ma carrière, oh là là, mais elle est très longue. Ma carrière, moi j'ai commencé avec un film qui s'appelait Diabolomante, que j'ai tourné quand j'avais, je crois, 28 ou 29 ans. Et c'était mon premier film. Et ça a été mon plus grand succès. Voilà, c'est comme ça qu'on commence. Et ce film m'a permis de devenir metteur en scène. Moi j'étais comédienne, petite comédienne inconnue. Et j'ai trouvé ma voie en faisant ce film qui racontait mon adolescence dans les années 60. Et ensuite, j'ai continué. Là, j'en suis à mon 15e film. Et j'ai fait beaucoup de films au début sur ma famille, mon enfance, mes parents, comment ils s'étaient rencontrés, comment ils se sont séparés, le divorce, des films d'époque. Puis j'ai fait un film sur mai 68 avec François Cluzet. C'était son premier film. Et ça s'appelait Cocktail Molotov. Ensuite, j'ai fait un film qui s'appelait Coup de foudre avec Isabelle Huppert, Miu Miu, Jean-Pierre Bacry, Guy Marchand. Et puis j'ai continué avec des films. Et mon premier film contemporain que j'ai tourné en 94, ça s'appelait Après l'amour. C'était encore un film avec Isabelle Huppert et Bernard Giraudot. Et qui là, pour une fois, je me dépouillais du passé. Puis ensuite, j'ai fait aussi des films. J'ai fait un film sur Alfred de Musset et Georges Sand, l'histoire d'amour d'un couple d'artistes. Et puis j'ai fait un film sur Françoise Sagan, aussi ces histoires d'amour d'une femme écrivain. Et je me suis rendu compte que finalement, j'ai fait beaucoup de films sur les femmes, alors que j'étais toujours en train de me débarrasser de l'étiquette de film de femmes. Je trouvais que c'était très réducteur. Et finalement, les héroïnes, enfin les personnages principaux de mes films sont souvent des femmes. C'est pas inintéressant, voilà. Et celui-là, qui est le dernier en date, j'ai été très intriguée par le personnage de Signoret. Elle avait de la force, elle avait été une très 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 belle, magnifique comédienne. Elle est devenue cette espèce de monstre physique. Elle buvait, elle fumait, elle mangeait, elle s'est laissée complètement aller. Donc c'est très intéressant aujourd'hui de regarder une actrice qui a décidé de rien faire, de pas rester dans la jeunesse et la beauté qu'elle a eue, parce qu'elle était tellement belle, c'était une des plus belles femmes du monde, vraiment. Et puis le couple m'intéressait, parce qu'il l'a trahi, il l'a maltraité, vraiment. C'était un vrai macho de l'époque, quoi, comme il y en a encore. Et ça m'intéressait de voir comment l'amour résiste, malgré tout, en dépit de ce qu'on appelle maintenant toxicité ou cette inégalité. Leur couple a résisté, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas quittés, même s'ils se sont trahis, quoi. Voilà, ça m'intéressait de voir qu'est-ce que c'est qu'un couple célèbre. Tout le monde croit les connaître et au fond, personne ne connaît la vérité de leur intimité. Voilà, c'est d'aller derrière, dans la coulisse du cinéma, de leur vie privée, de leurs relations, quoi. Ce film, Moi qui t'aimais, c'est une vraie déclaration d'amour à ce couple. Comment vous avez fait pour trouver l'équilibre entre le côté iconique et l'intime du couple ? C'est ça qui est intéressant. En fait, c'est de faire que le film soit universel. Parce qu'un couple, c'est un couple. Alors, connu, pas connu, riche, pauvre, n'importe quel pays, n'importe quel milieu, un couple qui résiste, qui reste, parce que c'est ça qu'on voudrait, que ça dure. C'est intéressant de savoir comment, par quel parcours il faut passer. Est-ce qu'on s'aime encore ? Est-ce que c'est encore de l'amour ? Est-ce que c'est de l'habitude ? Est-ce qu'on renonce à des choses ? Qu'est-ce qui reste quand la passion, on va dire, amoureuse est terminée ? Moi, ça m'a toujours intéressée. Le film qui s'appelait Après l'amour, d'ailleurs, avec Giraudot et Huppert, c'était un film là-dessus, ça s'appelait Après l'amour. Qu'est-ce qui reste quand on s'est aimé ? Est-ce qu'il reste encore de l'amour ? Et moi, je pense que oui. Mais à quel prix ? Donc, c'est ça que j'avais envie de faire découvrir au public. Et moi, je l'ai découvert en écrivant le film, en le réalisant. Et les acteurs sont tellement justes, alors c'est bête de dire les acteurs sont tellement justes, mais ils sont tellement justes dans leur incarnation et ils s'entendent tellement bien qu'on a vraiment l'impression que c'est un couple. Ils vont au-delà du naturel, au-delà de la vérité, donc on y croit. Et moi j'aime dans un film quand je suis prise par l'émotion, quand je crois que ça se passe vraiment sous mes yeux. C'est ça que j'aime au cinéma, j'aime me laisser prendre, quoi. Et c'était ça le but et
si c'est réussi, c'est ça qui réussit. En tout cas. Il y a ce côté transmission de tous vos films, dans celui-là aussi. Est-ce que c'est une manière pour vous de faire découvrir ce couple à une génération plus récente? Oui, sûrement. Alors peut-être ça s'adresse à ma génération, des gens qui les ont connus, et même la génération plus vieille. Mais oui, j'ai l'impression parce que les gens de votre âge, les gens plus jeunes, j'ai un fils qui a participé à l'écriture, qui a collaboré, il a 35 ans, il les connaissait pas. Il s'est passionné pour eux et il les a compris. Et je pense que c'était très bien d'avoir lui. J'ai écrit avec une fille qui s'appelle Martine Moriconi, qui a mon âge, et lui qui est d'une autre génération, qui nous a apporté un regard différent. Il m'a fait écrire des scènes d'un autre point de vue. Il a inventé oui, par exemple, à un moment, j'avais pas eu l'idée de dire que mon temps qu'on allait le voir dans ses trahisons. Et finalement, c'est lui, Sacha Sperling, il m'a dit « Pourquoi tu montres pas qu'est-ce qu'il vit avec ses filles ?» Et j'avais pas osé. Et finalement, on a écrit des scènes en dehors de Simone qu'elle ne voit pas. C'est pas son regard, elle les connaît pas. Et ça ouvre le film peut-être à une nouvelle génération, parce que ces filles, elles ont 35 ans, 30 ans, etc. C'est ce qu'il vivait vraiment. Il est tombé amoureux et il pensait vraiment être amoureux. Mais il avait toujours cette passion pour Simone et cette emprise qu'il avait sur elle et qu'elle avait sur lui. Ce couple, c'est aussi 2 emprises. Hein. Là, on parle de votre dernier film qui va sortir en octobre. Est-ce qu'on peut parler de votre premier film, Diabolomante, qui est devenu en fait un phénomène générationnel? Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait qu'on en parle encore, que ça intéresse encore des générations toutes récentes? Ça me fait, évidemment que ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir. C'est très compliqué que mon premier film a été mon plus grand succès. C'est à la fois formidable, c'est Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. C'est son premier livre et ça a été son plus grand succès. Donc c'est toujours difficile, mais après, quand on a la fierté, la reconnaissance qui continue et qu'on se dit je continue à en faire et les films sont aimés et moi j'en suis très fière, ça va. Et ça me fait très très plaisir que Diabolo ait voyagé dans le temps, dans le monde, parce qu'il a été vu partout. Il est ressorti aux États-Unis, au Japon. Et quand on va sur Internet, moi j'y vais pas beaucoup, mais il y a des fan clubs de Diabolomante. Enfin, c'est Peppermint Soda, ils l'ont appelé. Et non, ça me fait très plaisir. En fait, quand il y a beaucoup d'intimité, beaucoup de vérité, c'est pas que la sincérité, il faut aussi qu'il y ait un tout petit peu de talent quelque part. J'ai eu la chance de rencontrer cette actrice, Éléonore Clarvagne, qui n'était pas une actrice, qui avait 13 ans. Et sans elle, je pense que le film n'aurait pas été le film qu'il a été. Sans la musique d'Yves Simon, le film n'aurait pas été le film qu'il a été. Et j'ai écrit une histoire très personnelle, mon adolescence, mon enfance, mes malheurs. Et il faut croire que la vérité que je mettais là-dedans, qui était très proche de ce que j'avais vécu vraiment, a touché juste. J'ai l'impression que quand les livres sont profonds et intimes, ils touchent large, quoi. Et ça dure et ça me fait plaisir. Et comment vous l'expliquez? C'est que c'était un des premiers vrais portraits de femmes à cette époque? C'est parce que c'est très personnel? Mais j'étais pas loin de mon enfance, moi. Ça faisait 15 ans, c'était pas loin. Donc je me rappelais très très bien. Et moi, j'ai l'impression d'avoir vécu mon enfance pour faire ce film. C'est-à-dire, j'avais l'impression de tout noter dans ma tête. Tout ce que je vivais, les vexations, les humiliations, les bonheurs, les malheurs. J'avais l'impression que je vivais tout ça en disant un jour je raconterai, un jour je raconterai. C'était en moi. J'étais pas très heureuse quand j'étais enfant. Et je pense que j'accumulais de quoi, une matière en tout cas qui me permettrait de partager. Et finalement, quand on partage avec le public, on a l'impression de connecter, on est moins seul. Et les gens, ils ont l'impression que quelqu'un a vécu ce qu'ils vivent. Enfin, c'est un échange. C'est comme écrire un livre et tout à coup, vous lisez le livre et quelqu'un lit votre livre et « Ah, mais j'ai vécu ça, je comprends. » C'est la même chose, c'est de la communication directe. Donc, je pense que quand on va vraiment profond, c'est pareil pour les acteurs. Les acteurs, ils font un travail dingue parce qu'ils vont chercher vraiment, ils vont à la mine. Hein. Quelquefois, ils souffrent beaucoup pour aller nous donner à nous de l'émotion. Et c'est pas facile comme métier. Mais quand ils vont vraiment vrai, profond, ça nous touche et ça nous reste. Il y a des scènes dans le cinéma comme ça qui vous restent. On ne sait pas pourquoi. Il n'a pas besoin de pleurer, l'acteur. Il a besoin juste de nous faire ressentir. Voilà. C'est la vérité, je crois. C'est la vérité. Vous vous attendiez à avoir une carrière aussi longue, une telle carrière? Parce qu'on voit beaucoup de réalisateurs et réalisatrices qui ne tiennent pas forcément 1, 2, 3, 4, autant de films que vous. Non, je pense que j'ai de la ténacité. Il faut se battre. J'ai toujours produit mes films aussi parce que j'ai toujours voulu cette indépendance qui me permettrait de dire j'attends pas qu'on me dise oui ou non. Je cherche l'idée, je l'écris, je trouve l'argent, j'essaie de le trouver, je réalise. Et donc je suis et j'ai toujours fait ça depuis le début, depuis le premier. Et ça m'a donné une indépendance, une liberté, même si c'est difficile, c'est pas facile, hein, mais je pense que cette ténacité, elle vient de l'enfance, pareil.
j'ai accumulé certainement quelque chose qui m'a donné de la force et c'est en ça que je crois. Et donc, j'ai jamais lâché. Alors bon, c'est un métier génial en même temps. J'ai pas pu rêver d'un métier plus beau pour moi. Je pensais que je voulais être comédienne et j'étais pas une bonne comédienne du tout, mais je voulais communiquer. Je voulais qu'on comprenne quelque chose que j'avais à dire et j'ai été bénie des dieux parce que vraiment le métier le plus beau, pour moi c'est le métier le plus beau du monde. Il y a peut-être architecte aussi, mais vraiment parce qu'on touche à tout, 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 absolument tout, tous les domaines. De la musique au sentiment, l'art, l'écriture, le maquillage, la coiffure, la peinture, l'image, la lumière, tout. C'est technique et c'est artistique et ça change tout le temps. Et c'est jamais deux fois la même chose. Vous adorez votre métier, ça se Ah voit. oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous permet de vous évader? Oui, je lis. Je regarde pas beaucoup de films. J'en regarde, mais pas beaucoup. J'écris. Je vois mes amis, je vis. Non, je suis dans la vie, hein. Parce que les films, ça prend beaucoup de temps. Mais entre les films, on a le temps de venir à Cannes, de regarder la mer, d'aller. J'ai une maison à la campagne. Non, je vis, je vis, je vis, je vis. Heureusement. En parlant de cinéma aujourd'hui, je parlais avec d'autres réalisateurs ou des acteurs et des actrices, même des spectateurs, qui me disaient qu'aujourd'hui, on n'a plus forcément des mythes, que ce soit en réalisation ou en acteur. Comment vous le trouvez, le cinéma français aujourd'hui? Bah, ce qui a disparu il y a déjà assez longtemps, c'est venu de l'Amérique. L'Amérique a plus cité les noms des metteurs en scène. On citait les films, les noms des films et les acteurs, éventuellement la production, Universal. Or, à l'époque dont je parle, c'est-à-dire dans ces années 70-80, c'était des films d'eux. On allait voir un film de Claude Sautet, on allait voir un film de Granier de Fer, on allait voir un film de Ray, on allait voir les films de Visconti, de Fellini. Ça a changé. Ça. On est très peu maintenant de metteurs en scène à correspondre à je vais aller voir un film de Diane Curie. Je me mets un peu haut là, mais on est vraiment, c'est une poignée. C'est très très peu, c'est rare. Je l'explique pas. C'est le marché, je sais pas, c'est devenu un produit quoi. Mais c'est dommage parce que il y avait une marque de fabrique, il y avait un style. On reconnaissait un film de Visconti, on reconnaissait un film de Antonioni. Aujourd'hui, on reconnaît pas vraiment un film de, je sais pas. Je vais dire n'importe quoi, je vais dire Jiménez, il est connu, c'est un très bon metteur en scène, mais on ne fait pas la différence avec un autre film de... Vous voyez ce que je veux dire? Les styles, la patte, ça a un peu disparu, je trouve. C'est dommage. Pour terminer cette interview, ma dernière question, il y a ce retour à la mode du vintage. On l'a vu même au Festival de Cannes, le film d'ouverture avec des musiques vintage d'Amélie Bonin, avec Nouvelle Vague. Il y a vraiment ce retour à la mode, même chez un public beaucoup plus jeune. Est-ce que ça vous fait plaisir? American Graffiti, c'est un film vintage, il sort en 73 ou 14 ou 15, je crois, aux États-Unis. C'est un des premiers films vintage. On recherche le passé, les musiques du passé, Diabolomante, c'était ça. Et je pense qu'on y retourne toujours maintenant depuis. On aime bien la boue. On retrouve les musiques d'avant, les chansons d'avant. René l'a fait. Enfin, c'est une mode, c'est un plaisir aussi, puis c'est une nostalgie. Ouais. On a de la nostalgie, c'est normal. Merci beaucoup, Diane. De rien.